quand même, hier, il a été question du partage de renseignements militaires que les Américains vont continuer, et il a été question des patriotes. La porte-parole de la Maison-Blanche, encore une fois, on l'écoute. Le président Zelensky a demandé des systèmes de défense anti-aérienne supplémentaires pour protéger ses civils, notamment des systèmes de missiles patriotes. Le président Trump a accepté de travailler avec lui pour voir ce qui était disponible, notamment en Europe. Nous continuerons de partager à l'Ukraine nos renseignements en termes de défense. Voilà, Laura nous a rejoint. Parce que donc, si on comprend bien la porte-parole de la Maison-Blanche, les États-Unis vont aider l'Ukraine à se procurer plus de systèmes de défense anti-aérienne, les fameux systèmes patriotes. Est-ce que les Américains en possèdent beaucoup déjà ? Ils n'en ont pas tant que ça. Le Patriot, c'est un système de défense aérienne réputé très performant, l'un des plus performants au monde, composé de radars et de lanceurs mobiles qui tirent sur les missiles entrants. C'est également l'un des systèmes les plus rares de l'arsenal américain. Les responsables du Pentagone refusent d'en dévoiler le nombre, expliquait le New York Times l'an dernier, mais selon un haut responsable militaire, l'armée n'en a déployé que 14 aux États-Unis et dans le monde. Attention, déployer, ça ne veut pas dire stocker, mais c'est une indication. Pour l'instant, les Américains en ont livré 2 aux Ukrainiens, un en avril 2023, un autre en juin 2024. Ce dernier n'est pas venu directement des États-Unis, mais de Pologne, où il protégeait des troupes américaines rentrées au pays. Car les États-Unis ne sont pas très enclins à déplacer les systèmes qui se trouvent sur leur territoire, soit qu'ils soient trop éloignés, soit jugés nécessaires à leur propre défense. La solution consiste donc à se tourner vers les autres, et cette solution était déjà préconisée par l'administration Biden. Il y a des pays qui ont des patriotes, et ce que nous faisons, c'est continuer à mobiliser ces pays, déclarait le précédent secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, en avril 2024, le regard tourné vers l'Europe. Et qui a déjà répondu présent alors ? Plusieurs pays européens ont déjà livré des systèmes patriotes à Kiev. En tête, l'Allemagne qui a donné 3 batteries. La Roumanie en a fourni une, mais en coproduction avec la Norvège et les États-Unis. Les Pays-Bas n'ont pas fourni de batterie complète, mais 5 lanceurs. On sait aussi que la Pologne, la Grèce et l'Espagne possèdent des patriotes, pas la France, qui a son propre système. Le SEMT-2 ont été fournis à l'Ukraine. C'est une coproduction avec l'Italie. Les regards se tournent donc plutôt vers la Grèce et l'Espagne pour ce qui est des patriotes. Mais selon l'expert aéronautique Xavier Titelman, pour l'instant c'est compliqué pour la Grèce car elle est confrontée à la Turquie. L'Espagne, poursuit-il, pourrait faire un effort, mais il faudrait qu'elle se coordonne avec les pays voisins pour assurer sa défense. Malgré tout, les Européens, résume-t-il, ont le minimum et en ce moment, personne n'a trop envie de faire sortir ce genre d'équipement. Précisons que chaque système patriote complet coûte plus d'1 milliard d'euros et qu'il faut environ 3 ans pour en produire un. Merci beaucoup Laura. Donc c'est feu vert des États-Unis pour la livraison des patriotes, mais on voit que bon, il n'y en a pas beaucoup à disposition. Mais, donc Thomas, je reviens parce que je me dis on peut ouvrir le débat, on n'est pas forcément d'accord. Je me disais que Donald Trump là, allait à l'encontre des exigences de Vladimir Poutine de désarmer totalement l'Ukraine, d'arrêter totalement les livraisons d'armes. Là, il vient de dire l'inverse, Donald Trump. Il dit on va continuer le renseignement pour vous. On peut voir ça comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait, Donald Trump ? Rien du tout, parce que le renseignement il a été rétabli, souvenez-vous, il y a quelques jours. Donc voilà, il n'y a rien qui change. Et pour les patriotes, il est malin, Donald Trump. Il dit ah ben voilà, ceux qui veulent des patriotes, ils peuvent les acheter aux États-Unis, on va vous les fournir, ça va vous coûter de l'argent, et puis après, une fois qu'ils les ont, ils peuvent les donner ou les prêter à l'Ukraine. Voilà, donc lui, il ne fait strictement rien, ou presque rien. Il donne l'accord de son pays, c'est vrai, parce que pour que les patriotes soient utilisés, il faut que les États-Unis soient d'accord. Donc ça, voilà, mais fondamentalement, l'aide militaire à l'Ukraine, l'aide militaire américaine à l'Ukraine, elle est déjà en place, elle existe déjà. Il y a des patriotes en Ukraine, ou au moins un patriote en Ukraine qui fonctionne. Donc vous avez trouvé que c'était plutôt le service minimum hier avec... Oui. Mais il n'y avait pas la caméra sur vous, donc on n'a pas vu. Service minimum, je répète, donc c'était le service minimum hier. Et je répète, ah ben oui. Et vous étiez toujours pas à l'antenne. Voilà. C'est raté. Mais il y a un point très important, en fait, c'est que Trump, c'est l'armement défensif. C'est ça qui est très important. Parce qu'il n'a pas parlé d'HIMARS ou de attaque MS, etc. Il parle de défensif. Donc en fait, le patriote défend, protège. Donc il se met pas sur un modèle anti-russe. Il se met sur un modèle protection des Ukrainiens. Donc c'est pas la même chose. Donc en fait, il peut défendre ça sans problème. Et puis il dit aux Européens, puisque vous êtes extrêmement motivés pour protéger l'Ukraine, investissez 1 milliard et puis voilà, commencez à en mettre. Le deuxième point qui est très important, c'est un problème de sécurité. C'est un armement qui est hyper sophistiqué. Pourquoi ? C'est le seul armement anti-balistique qui existe. À l'origine, il a été créé pour détruire des avions, mais en fait on a réalisé qu'avec la technique et surtout que le radar qu'il a, il est capable de détruire des missiles. Donc c'est le seul système anti-missile. Et pour les Américains,
Américains, il est hors de connexion que les Russes mettent un œil ou un doigt ou un quart de ce qu'on veut dans l'appareil. Donc en fait, ils sont terrorisés à l'idée en fait que les Russes rentrent dedans. Ce qui veut dire que globalement aujourd'hui, les Allemands et les Hollandais, tous ceux qui ont des patriotes, n'ont pas le système total qu'ont les Américains. Et le modèle américain ne sera pas exporté en Ukraine. Bon, ça, on a bien compris. Et vous voyez ça comment vous voyez les choses, Aline, après ce coup de téléphone? Sur la question d'évacuer finalement, de rebasculer la question cruciale des patriotes pour les Ukrainiens sur l'Europe, finalement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une modification radicale de ce que l'administration Trump explique. Les garanties de sécurité pour l'Ukraine, elle dit à l'Europe, débrouillez-vous, et y compris les garanties de sécurité pour l'Europe elle-même, débrouillez-vous. Donc finalement, là-dessus, c'est cohérent. Mais enfin, il a les deux petits points d'espoir, parce qu'il faut quand même un peu d'espoir, même si rien n'est complètement fini, on l'a bien compris, parce qu'il peut le dire exactement l'inverse demain matin. Sur la question du maintien du renseignement, ça c'est clé pour l'Ukraine, c'est vital pour l'Ukraine, parce que le renseignement américain, comme les Patriots, c'est l'architecture du système de détection précoce dans le cadre des alertes aériennes. C'est-à-dire qu'on a besoin en Ukraine de ce renseignement américain pour repérer un missile balistique ou autre vers où il va, quelle ville, et enclencher tout le système de détection, et y compris de prévenir les populations pour qu'elles puissent aller aux abris. Donc en fait, ça rassure aussi quelque part, et je maintiens encore une fois que l'émergence à ce niveau-là, à ce moment-là de la discussion, de l'irruption de la question des enfants déportés, donc des 19 546 au moins enfants déportés ukrainiens, qu'il soit question de les récupérer, c'est quand même un petit point d'espoir aussi. Mais est-ce que vous, dans les relations que vous avez, parce que vous êtes en permanence en relation avec des Ukrainiens en Ukraine, est-ce que, vous parliez d'espoir, est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit entre donc mardi soir et entre hier soir, c'est-à-dire après le coup de fil à Vladimir Poutine, qui était quand même extrêmement, on va dire, pro-russe, où on avait l'impression que le président américain disait quasiment oui à toutes les exigences de Poutine. Et hier soir, où, je ne regarde pas Thomas, où Donald Trump dit ça a été great, ça a été formidable ce coup de téléphone avec Volodymyr Zelensky, oui, on va continuer à leur fournir du renseignement, etc. Est-ce qu'il y a un changement ? Je pense que l'effondrement... Vous êtes d'accord avec Thomas, et les Ukrainiens sont d'accord avec Thomas, c'était le service minimum. Je pense que pour les Ukrainiens, d'une manière générale, la rupture de confiance et l'effondrement, il date de la scène du bureau ovale. Depuis, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut réparer, parce qu'on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut sauver les meubles, comment il faut se défendre, que va faire l'Europe, ça compte énormément pour les Ukrainiens. Après, ensuite, dans ce ballet où globalement en Ukraine, personne n'est dupe quant aux intentions de Vladimir Poutine, il y a plutôt une sorte d'affliction, entre affliction et désespoir de voir l'administration américaine rouler dans la farine et de devoir répondre quotidiennement aux mensonges de Poutine. Le sujet, c'est quand est-ce que finalement, l'espoir qui pourrait subsister, c'est quand est-ce que l'administration Trump va se rendre compte à quel point elle va être trahie et à quel point elle est roulée dans la farine actuellement par le Kremlin. C'est ça le sujet. Roulée dans la farine. Regardez la concession à laquelle est prêt Vladimir Poutine. Là, je vous demande un peu de concentration. On va le voir, c'est une information du média Commerçant. Regardez. Moscou exigera la reconnaissance de la Crimée, du Donbass, de Kherson et de Zaporijjia comme région russe. En échange, Vladimir Poutine est prêt à une grosse concession. Regardez, parce que la suite est intéressante. Elle va venir. Si cela se produit dans un avenir proche, la Russie ne revendiquera pas Odessa et d'autres territoires qui appartiennent actuellement à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça veut dire que les Russes restent sur leur ligne. Ils veulent ces 5 territoires qu'ils ont annexés illégalement, qu'ils contrôlent quasi totalement pour 2 d'entre eux, c'est-à-dire Donetsk et Luhansk, et en partie pour 2 autres qui sont... je rajoute la Crimée à cela, mais la Crimée c'est depuis 2014, qui sont Kherson et Zaporijjia. Ils disent, voilà, si vous nous donnez tout, on arrête de se battre. C'est un peu ça quand ils disent on va renoncer à Odessa, parce que Odessa, ils sont loin d'Odessa quand même, donc c'est une fausse concession. Non ? Pardon, très rapidement, pour expliquer les choses aux gens, si offensive militaire russe il devait y avoir pour attaquer Odessa par la terre, il y a au moins et au mieux 200 km à faire.
c'est énorme. Bah oui. S'ils passent par la mer Noire, qu'ils ne contrôlent pas, hein, ils ont du mal à mettre des bateaux dessus parce qu'ils sont coulés par les drones russes, les drones ukrainiens, les bateaux russes, c'est aussi très compliqué. Alors ils peuvent évidemment raser la ville à coups de missiles, ça c'est tout à fait envisageable, mais avant que les Russes arrivent aujourd'hui à Odessa, même si sur la carte on a l'impression que c'est pas très très loin, il y a une autre ville entre Kherson et Odessa qui s'appelle Mykolaiv, qui a été fondée en 1789, et donc c'est une opération militaire sans fin pour les Russes dans leur capacité actuelle. Attention, on parle de 2025. Bien sûr. Voilà. Donc là, on est dans du grand bluff, des mots et de la négo. Exactement. Le grand bluff, c'est une fausse concession. En fait, le problème, c'est que Poutine raisonne comme un militaire. Concrètement, il fait de la planification. La planification, c'est se dire, court terme, on va occuper ces territoires, on les a, ils sont à nous. Il reste d'avoir une espèce de tampon américain ou international qui est une reconnaissance. Le mot reconnaissance est quand même relativement important. Puis après, il dit, voilà, maintenant, éventuellement, si on n'a pas ça, on va y aller, et non seulement ça, mais on va vous punir parce qu'on fera encore autre chose. Donc, en fait, dans sa planification, il donne des pistes. Il n'a pas parlé des pays baltes. On regarde bien qu'il est resté qu'en Ukraine. On voit bien que derrière tout ça, c'est une menace tout simplement. D'autant qu'il a bien senti une chose qui est très importante, c'est qu'il a senti en fait un Trump dans sa première discussion qu'il a eue pendant 2 heures il y a 3 jours, que Trump n'était pas prêt. Trump, il est arrivé trop relax. Il est arrivé genre, on discute avec Vlad et Vlad discute avec Donald. Ouais. Il a cru que c'était fait. Et c'est pour ça qu'il est arrivé comme ça. Et après, le lendemain, on a réalisé que les résultats étaient relativement faibles. J'imagine que le système américain a bien perçu, en fait, les contreforts, disant qu'il n'a pas été pro, très concrètement. D'où les messages depuis 48 heures qui disent attention, on va remettre des patriotes, attention, on va mettre des renseignements, etc. En fait, il rétablit le dispositif pour pouvoir, dans les discussions, rééquilibrer le système. Bien sûr. Ce qu'il nous dit, c'est que si on lui laisse les oblasts, si on lui fait des concessions territoriales, et si on coupe l'aide militaire à l'Ukraine, il essaiera de prendre Odessa, il continuera. C'est ça, c'est une menace. Mais il ne lâchera jamais. Le problème, c'est que le point central qu'il ne faut pas oublier, c'est que Poutine ne lâchera jamais ce qu'il a conquis. Donc c'est ça le problème qu'on a. On a affaire à un personnage qui ne va jamais lâcher. Donc après, comment on peut gérer ce problème-là? Je ne sais pas. Mais c'est ça le sujet. Donc il ne va jamais lâcher. Il en a pour 10 ou 15 ans minimum, quoi. Bon. Allez.